Et à la une de l'actualité, il y a aussi le certificat Covid européen qui sera disponible pour les touristes à partir du 1er juillet. Le certificat Covid, un passe-muraille pour l'été, un document pour voyager et traverser les frontières. Les autorités européennes ont défini les modalités de ce sésame, prouvant que l'on est vacciné, testé négatif ou récemment guéri. Trop de discrimination encore pour l'accès au logement chez nous. Témoignage dans ce journal d'une jeune femme d'origine congolaise qui a cherché un appartement pendant des mois à Bruxelles et souvent. Des remarques comme on va vous dire on ne peut pas faire de barbecue à l'intérieur ou on ne détecte pas nécessairement que mon nom est d'origine africaine. Et donc quand ils me voient, il y a tout de suite une déconvenue. On n'entend plus les détonations, les explosions au Proche-Orient. Cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit. Il est respecté pour l'instant tant par Israël que par le Hamas. Après 11 jours d'hostilité, 230 morts dans la bande de Gaza, 12 en Israël. Foot, la petite forme du club de Bruges ces dernières semaines aura eu le mérite d'entretenir le suspense. Mais ce qui devait arriver arriva. Bruges est champion, incontestable champion. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui, Caroline Gillet ? Une journée venteuse aujourd'hui, des rafales jusqu'à 80 voire 90 km/h et un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies. Un risque d'averse pour cet après-midi et des températures stationnaires par rapport à hier, entre 11 et 16 degrés. Et votre grand journal de 8h vous est présenté par François Kirsch. Bonjour François. Bonjour. Les députés européens et les États membres se sont entendus hier soir sur les modalités du futur certificat Covid numérique européen. Oui, c'est son nouveau nom. On ne parle plus de certificat vert, certificat Covid. Donc il entrera en vigueur le 1er juillet et facilitera les voyages au sein de l'Europe. À quoi va-t-il ressembler ce certificat, Estelle Falzen ? Eh bien, il prendra la forme en fait d'un QR code sur votre téléphone ou sur papier. Il n'indiquera que votre statut. Alors il faut en fait remplir une de ces 3 conditions pour voyager: être vacciné ou avoir un test négatif ou des anticorps parce que vous avez eu le Covid récemment. Ce sera indiqué donc sur ce QR code. Et ce document ne sera disponible que dans un centre de vaccination ou de test. Si on n'est pas vacciné et qu'on n'a pas d'anticorps, il faudra donc payer pour faire un test. Et on sait qu'en fonction des pays, les tests PCR peuvent coûter très cher. Chez nous, par exemple, ils coûtent environ 47 à 130 € en fonction des cas. La solution, alors, ce serait d'utiliser des tests antigéniques rapides, moins chers, d'après Didier Reynders, commissaire européen à la justice en charge du dossier. Nous allons travailler de plus en plus avec les États membres pour utiliser des tests rapides, des tests antigéniques qui sont très peu coûteux. C'est moins de 5 € le test. Et donc ça permettrait évidemment de faciliter l'accès aux tests, notamment pour les personnes qui traversent très fréquemment la frontière pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller subir des soins médicaux. Alors l'Union européenne a aussi débloqué 100 millions d'euros pour acheter des tests PCR cette fois et les rendre donc plus accessibles. Et à quoi va servir ce certificat précisément ? Eh bien, l'objectif de la Commission, c'est bien sûr de faciliter les voyages à l'approche des vacances d'été. Il n'y aura donc plus de tests ou de quarantaine à effectuer quand on arrive dans un pays, à part évidemment si la situation sanitaire du pays où vous vous rendez est trop mauvaise. Le certificat Covid européen sera en vigueur pendant 1 an. Les pays qui ne sont pas prêts à l'utiliser le 1er juillet ont droit à une période de transition de 6 semaines. Peut-être irez-vous en vacances en Espagne, cet été en Espagne, où cette nuit déjà, on a dansé dans des bars et des boîtes de nuit à Sitges, la petite station balnéaire au sud de Barcelone, organiser une étude clinique afin de préparer la réouverture des discothèques dans le pays. Notre correspondant Henri de la Guérie y était. Une boule à facettes, des néons, un DJ au platine, la discothèque Pachito a rouvert ses portes le temps d'une soirée test. On danse, on boit, les gens passent d'un bar à l'autre dans cette rue très animée. Clara, 20 ans, fait la fête pour la première fois depuis longtemps. Ça fait de la joie parce que c'est bien de voir tout ouvert. On est trop contents de pouvoir profiter de cette rue, de ces bars et tout. Mais après le masque, c'est vrai que c'est pas top. Mais en même temps, ça vaut le coup, c'est vrai. Comme les 400 autres participants, la jeune femme a dû faire un test antigène avant de venir. On porte le masque, mais c'est une nuit sans distance de sécurité. Pour cette grande première, le patron Andrés Romero a du mal à tenir en place. On est très émus, ça fait longtemps qu'on attendait cette nuit. Pendant la pandémie, on a été stigmatisés et pénalisés. Avec ce projet pilote, on veut démontrer que la fête sans risque, c'est possible. Dans 6 jours, tous les participants seront à nouveau testés. Si les résultats sont concluants, les discothèques pourraient rouvrir en Espagne. Ça limitera les fêtes illégales. Et puis, la nuit, c'est aussi un argument pour faire venir les touristes attendus ici avec impatience. Évidemment, les Belges sont les bienvenus et la fête les attend. Voilà, le message est donc lancé.
8h05 sur la première. La croissance démographique suspendue à Bruxelles. Pour la première fois depuis 25 ans, la région connaîtrait une diminution de ses habitants sur base annuelle, une légère diminution d'environ 3000 habitants pour l'année passée. Comment expliquer cette inversion de la courbe, Pierre Van den Bulck ? Eh bien, selon l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, l'une des causes, c'est la surmortalité avec une augmentation de plus de 2000 décès en 2020, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2019. Mais cette diminution de la population, elle s'explique surtout par la baisse de la migration internationale l'année dernière, en raison de la fermeture des frontières européennes. Les migrations qui ont été le moteur de la croissance de la population bruxelloise ces 20 dernières années. Cela dit, ces migrations, elles reprennent et les prévisions démographiques tablent déjà sur une nouvelle augmentation dès cette année. La croissance démographique bruxelloise aura donc été très brièvement interrompue. Chaque semaine, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé rend public les effets indésirables signalés dans le cadre de la campagne de vaccination en Belgique. Dans son dernier rapport, elle signale 2 décès considérés, je cite, comme probablement liés au vaccin. Les 2 cas concernent le vaccin d'AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments a conclu qu'il fallait répertorier les cas de caillots sanguins inhabituels associés à un faible taux de plaquettes sanguines comme des effets indésirables très rares de ce vaccin. Au total, près de 4 millions de Belges ont reçu une dose de l'un des 4 vaccins autorisés. Se voir refuser l'accès à un logement à cause de sa couleur de peau, cela arrive encore trop souvent. Singulièrement à Bruxelles où la pression démographique est telle que l'offre de logement est largement inférieure à la demande. Ce matin, nous vous proposons un témoignage, celui de Christelle Pandanzila, une jeune entrepreneuse bruxelloise très impliquée dans la vie culturelle et associative à Uccle. Pendant des mois et des mois, la jeune femme a tenté de louer un appartement pour y vivre avec son compagnon et son fils de 4 ans et demi. Des remarques, comme on va vous dire, on ne peut pas faire de barbecue à l'intérieur, ou on ne détecte pas nécessairement que mon nom est d'origine africaine. Et donc quand il me voit, il y a tout de suite une déconvenue. Il lui a fallu plus de 5 mois et demi de recherche acharnée pour trouver un appartement. Christelle Pandanzili, jeune entrepreneuse belge d'origine congolaise, a décidé de rompre le silence. Elle dénonce publiquement les abus et les discriminations qu'elle estime avoir subies dans le chef de plusieurs agences immobilières bruxelloises, notamment les demandes d'informations qui lui ont été réclamées pour pouvoir introduire une candidature auprès d'un propriétaire. On m'a demandé à un moment donné mon certificat de bonne vie et mœurs. On m'a demandé une lettre de motivation. Voilà, une lettre de motivation pour expliquer pourquoi je voudrais cet appartement. Que je mette en avant que mon fils allait dans telle école, qu'il avait des activités dans le quartier. Se voir refuser un logement sur base de sa couleur de peau. En 2020, le Centre fédéral belge pour l'égalité des chances a ouvert 196 dossiers pour ce type de délit. Patrick Charlier, le directeur d'Ounia. Nous demandons que la première visite se fasse avec des renseignements minimaux, parce que dès qu'on commence à remplir un formulaire, répondre à des questions, il peut y avoir une forme de discrimination. Déterminée à ne pas en rester là, Christelle va déposer un signalement auprès du Centre pour l'égalité des chances. Du côté des agences immobilières incriminées, on réfute toute volonté de discriminer quelque catégorie de la population que ce soit. Un sujet de Fabrice Gérard. Selon une récente étude, la discrimination envers les personnes avec un nom de famille d'origine nord-africaine a presque doublé en région bruxelloise avec la pandémie. Jürgen Konings est toujours introuvable. Ce militaire radicalisé que les forces de l'ordre traquent dans le parc national de la Haute-Campine. Les recherches ont été suspendues cette nuit. Une enquête interne a été lancée au sein de la défense pour mettre en évidence d'éventuelles lacunes ou dysfonctionnements. Comment Jürgen Konings, fiché comme extrémiste de droite, a-t-il pu se servir dans l'arsenal de l'armée ? Ludivine de Donder, ministre de la Défense. Il y a des procédures qui existent. Je vous dis, on ne peut normalement pas avoir accès à des armes et à des munitions. Il y a des règles qui existent. Comment ça se fait que cette personne est sortie de la caserne avec ses armes, avec ses munitions ? Là, l'enquête nous le dira. Par ailleurs, dans la fonction dans laquelle il a été muté, il n'était pas nécessaire d'avoir une habilitation de sécurité. Et c'est là que ça pose question. Et c'est ça sur quoi je veux travailler. D'abord, je veux qu'il puisse y avoir un screening régulièrement de tous les militaires qui ont accès à des lieux sensibles, à des informations sensibles, mais aussi qui sont en possession d'armes. Et je parle bien de tous les militaires et pas uniquement ceux suivis par le SGRS. Et il faudra modifier la loi en ce sens. Et puis, je vais étudier la possibilité de lier le retrait de l'habilitation sécurité avec le retrait d'accès à un dispositif d'armes. La ministre de la Défense était notre invitée dans Matin Première. Vous l'avez entendu, elle parlait du SGRS. Il s'agit du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.
Après 11 jours de combats qui ont fait 230 morts palestiniens à Gaza et 12 tués en Israël, un cessez-le-feu, il est entré en vigueur à 2h du matin, heure locale. À Jérusalem, Daniel Kriegel. 11 minutes avant 2h du matin, les dernières roquettes tirées par le Hamas sont tombées sur le territoire israélien. Peu après, des milliers de Palestiniens sont sortis dans les rues de Gaza pour célébrer la fin des bombardements israéliens. Des militants et des responsables du Hamas et du djihad sont apparus à l'air libre pour clamer victoire. Côté israélien, l'alerte était maintenue. La défense passive avait demandé aux habitants des localités proches de Gaza de rester chez eux. On ne connaît pas les termes exacts de ce cessez-le-feu négocié par l'Égypte et quasiment imposé par les États-Unis. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Le président Biden a déclaré que son administration allait participer à l'aide humanitaire et à la reconstruction de Gaza, mais cela uniquement en coopération avec l'autorité palestinienne pour que le Hamas ne puisse pas utiliser les matériaux de construction à des fins militaires. Ce qui s'annonce plutôt compliqué vu les relations exécrables entre le Hamas et le président palestinien Mahmoud Abbas. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé le cessez-le-feu à l'unanimité, satisfait d'avoir considérablement affaibli les capacités militaires du Hamas selon les médias locaux. Le Hamas de son côté crie victoire comme ses habitants de la bande de Gaza. Notre honorable résistance a donné à Israël une leçon qu'il n'oubliera pas au cours de son histoire. Les grands pays arabes ont été incapables de réaliser ce que notre grande résistance a réalisé. Et de victoire en victoire, si Dieu le veut. C'est le jour de la victoire, le jour de la liberté. C'est le plus beau jour que nous ayons vécu. C'est le jour de la victoire et de la libération. Et bravo à la résistance. Même s'ils détruisent tout Gaza, ils ne peuvent pas détruire notre esprit de résistance. Le Hamas se dit prêt à dégainer si Israël ne change pas sa politique à Jérusalem. Les autorités israéliennes affirment qu'elles ne changeront rien à Jérusalem-Est. C'est de là que tout est parti, là que des familles palestiniennes refusent d'être expulsées au profit de colons israéliens. Football, le club de Bruges est champion pour la 17e fois de son histoire, pour la 2e fois de suite et pour la 3e fois en 4 ans. Le club est allé chercher ce titre à Anderlecht. Il est allé chercher le point qui lui manquait. Les deux équipes ont partagé 3 buts partout. En play-off, Bruges n'a gagné qu'une fois en 5 matchs et a perdu une partie de sa confortable avance au classement. Alors là, ils sont soulagés, les champions. Clinton Mata, par exemple. Oh là là, je vous jure, ça a été dur. Il y avait la pression, le stress. Il fallait rester fort mentalement. Et je pense que voilà, ce titre, c'est mérité. Et on l'a fait surtout pour nos supporters, les dirigeants qui ont mis beaucoup d'énergie tout au long de cette année. Voilà, on a eu une situation difficile avec le corona, donc on peut enfin respirer et fêter ça. C'était un stress incroyable. Je souhaite ça à personne. Le titre de Bruges est amplement mérité, tout le monde le reconnaît, et notamment ceux qui ont suivi le club tout au long de la saison. Ebi Brouzaki s'est entretenu avec des observateurs renommés du nord du pays. Le premier à qui nous avons tendu notre micro, c'est l'ancien joueur Eddy Snelders, devenu consultant pour la VRT. Il note la régularité du club champion, mais aussi le talent de ses individualités qui se sont mises au service du collectif. Bon, elle était constante. Les joueurs clés ont fait présent pendant toute l'année. Quand tu as une distance de 16 points dans le championnat, tu mérites d'avoir le titre. Parmi ces joueurs clés dont parle Eddy Snelders, il y a Noah Lang, bien sûr éblouissant, Ruud Vormer, Hans Van Aken, Clinton Mata ou encore Simon Mignolet. Sans oublier un certain Charles de Ketelaar, qui cette saison a littéralement ébloui Peter van den Bemt, la voix du foot à la VRT. Je pense que c'est, je dirais, le plus grand talent que j'ai vu depuis des années sur nos terrains. Un talent exceptionnel et quelqu'un qui bosse fort, qui a une bonne mentalité. Régularité, individualité, voilà 2 ingrédients majeurs qui ont conduit Bruges au titre. Stéphane Kenyart, éditorialiste et patron de la cellule foot au Latse Nice, ajoute la diversité. Ils peuvent courir, ils ont Balanta, ils ont Ritz, ils ont Vormer, ils ont la force, ils peuvent jouer dans un match force contre force. Toutes les facettes du jeu, ils l'ont. Et dans certaines facettes, ils ont mieux que les autres. Voilà pourquoi Bruges a été si impressionnant cette saison. Le club jouera à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela devrait lui permettre de grandir encore et d'agrandir le fossé qui le sépare des autres équipes du top en Belgique.
Genk qui a battu l'Antwerp 4-0 est certain de terminer deuxième du championnat. L'Antwerp et Anderlecht se disputeront la troisième place dimanche lors de la dernière journée. Les deux équipes se rencontreront à Anvers. Pour le moment, Anderlecht a un point d'avance. Enfin, c'est du cyclisme cette fois-ci. L'Italien Andrea Vendrame a remporté la 12e étape du Tour d'Italie. Cela n'a rien changé au classement général. Egan Bernal, le Colombien, est toujours premier. Et Remco Evenepoel, le Belge, est toujours 7e à 2 minutes 22. La hiérarchie sera probablement toujours la même ce soir parce que l'étape du jour est toute plate et sans doute promise à un sprinter. Merci beaucoup François Kirch pour ce journal de 8h. J'ai une petite question pour vous François. Est-ce que vous êtes abonné à la newsletter de Matin Première ? Mais bien sûr, je la reçois tous les vendredis à midi. Mais je savais que vous étiez l'exemple à suivre. Si vous voulez faire comme François Kirch, rendez-vous sur rtbf.be/matin1. Attention, le 1, vous l'écrivez en chiffres, donc rtbf.be/matin1. Et comme François, vous recevrez chaque vendredi du côté de midi la newsletter de Matin Première. Merci de nous suivre, je vous dis à tout de suite. Daikin Airco. Pour refroidir et chauffer votre maison, neuve ou rénovée, de façon super économique. Daikin, il fait si bon à l'intérieur. Daikin.be. 8h16 sur la première. Comment ça roule, Virginie Defax ? Eh bien, pas mal d'embarras de circulation sur le 40 au stand de Bruxelles, puisqu'on a un accident impliquant plusieurs véhicules à hauteur de Wetteren avec 3 bandes de circulation neutralisées. La circulation est ralentie sur environ 7 km et vous perdez presque 1 heure en direction